De m'avoir proposé de faire cette conférence. C'est toujours sympathique de proposer à un jeune historien de faire des conférences, et cela est d'autant plus puisque nous sommes dans le cadre des archives départementales de Laon. Donc je remercie aussi les archives départementales de Laon de bien avoir voulu me permettre de faire cette conférence. Si ça ne vous dérange pas, je vais faire la conférence assis. J'ai fait 6 heures de cours aujourd'hui debout, voilà. Donc, la conférence que je vais vous faire, ça va être donc les projets polonais d'expansion territoriale vers l'ouest pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour commencer, donc, une introduction. Alors... Et une introduction donc, qui va, comme l'indique le titre, vous présenter tout d'abord la situation générale de la Pologne en 1939. Et donc, pour bien poser le contexte du sujet, qui est peut-être moins connu puisque c'est la guerre à l'Est, il est donc nécessaire de bien poser les bases du sujet qui va nous intéresser. Et donc, la Pologne, qu'est-ce que la Pologne en 1939 ? Donc, c'est un pays qui fait à peu près 390 000 km² et 35 millions d'habitants. En termes de système politique, on est dans la Deuxième République qui est d'abord un régime parlementaire jusqu'en 1926, puis un régime de plus en plus autoritaire à partir de 1926, et donc le coup d'État du maréchal Piłsudski. Après la mort de ce dernier en 1935, le pays est dirigé par un groupe de militaires qui perpétue le régime de Piłsudski en l'institutionnalisant. Il y a une constitution qui est promulguée, la Constitution d'avril 1935. Et donc on le nomme habituellement le régime des colonels, même si l'appellation est impropre. Le pays est dirigé par une caste de militaires qui ne sont pas tous colonels. Si on a donné le nom de ce régime, si on a appelé ce régime le régime des colonels, c'est parce que le rôle important qui est joué par le colonel Beck a été prédominant, puisque le colonel Beck est le ministre des Affaires étrangères, mais qu'en fait c'est bien l'homme fort du régime, même s'il ne se targue que d'être donc ministre des Affaires étrangères. Donc si la Pologne est le pays le plus puissant de l'Europe médiane, donc l'Europe médiane, c'est l'espace géopolitique entre l'Allemagne et la Russie, c'est un pays qui souffre d'un certain nombre de faiblesses systémiques à la fin des années 1930. L'économie est majoritairement agraire et elle a eu du mal à se relever de la crise de 1929. Le pays est également affaibli dans sa cohésion par le caractère multiculturel de sa population. Les minorités nationales, elles représentent en effet 30% de la population. Et donc vous pouvez voir sur cette carte, donc 30% de la population qui sont répartis inégalement. La Pologne de 1939, c'est la partie rose et la partie verte. La partie bleue, j'y reviendrai par la suite, c'est les provinces qui sont attachées à la Pologne en 1945. Et donc une Pologne centrale, qui est très largement polonaise, et ce qu'on appelle les confins orientaux, la zone en vert, où les Polonais représentent un gros quart de la population, mais où se concentre donc l'essentiel des minorités nationales polonaises. Je pense. Et donc ici vous avez une autre carte qui montre donc les résultats du recensement de 1931. Le recensement est légèrement controversé, non pas que les chiffres aient été manipulés, mais il est controversé parce que les modalités de réalisation du recensement sont sujets à discussion. Pour déterminer en fait la nationalité des personnes, on a pris la langue, sachant que la langue peut être... on peut parler une langue et se déclarer, on peut parler polonais et se déclarer par exemple ukrainien ou vice-versa. Donc vous avez sur cette carte représenté en bleu approximativement la frontière polonaise de 1945, la ligne Curzon, et on voit bien une Pologne centrale très majoritairement à plus de 80-90% polonaise, et une Pologne orientale où il y a des portions de territoire qui sont relativement ou totalement majoritairement polonais, et d'autres pans qui sont eux très majoritairement ukrainiens au sud, biélorusses au nord. Donc un manque de cohésion nationale. Alors d'un point de vue diplomatique, puisque c'est après tout la diplomatie et les relations internationales qui comptent pour se préparer aussi à une guerre, la Pologne est isolée internationalement. Elle a certes un rapport privilégié avec la France, avec l'alliance militaire de 1921, et donc de fait avec le Royaume-Uni, mais ses relations sont compliquées avec ses deux puissances voisines, à l'ouest l'Allemagne, à l'est l'URSS.
Elle a bien signé un pacte de non-agression avec la première en 1934, mais la politique d'annexion successive menée par Hitler tend à nouveau ses relations avec l'Allemagne à partir de 1938. La minorité allemande en Pologne, qui est forte de près de 700 000 personnes, et à l'inverse la minorité polonaise en Allemagne, plus d'1 million de personnes, enveniment encore plus les relations entre les deux pays, en plus du célèbre corridor de Danzig, situé ici, autrement dit aussi le corridor poméranien, qui sépare l'Allemagne de la Prusse orientale et qui permet à la Pologne d'avoir son accès à la mer. Avec l'URSS, les relations sont mauvaises depuis l'avènement du régime bolchevique en Russie. Et donc c'est contre cette dernière, en effet, que la Pologne a dû défendre son indépendance lors de la guerre polono-bolchevique de 1919-1920. L'affrontement idéologique est aussi un affrontement humain, puisque en URSS, on a encore des minorités polonaises qui subsistent dans les années 30 et qui font les frais de la grande terreur stalinienne des années 1937-1938, à l'occasion de laquelle près de 100 000 Polonais du RSS sont éliminés. Au niveau régional également, les relations sont mauvaises avec les voisins immédiats de la Pologne, donc la Lituanie. Pourquoi elles sont mauvaises avec la Lituanie? Parce qu'il y a un contentieux territorial entre la Pologne et la Lituanie, puisque la Pologne a pris en 1921 la ville de Vilnius, qui est la capitale historique de la Lituanie, bien qu'à l'époque majoritairement peuplée de Polonais et de Juifs. Avec la Tchécoslovaquie, les relations sont encore plus tendues, puisque les Polonais en fait se méfient des Tchèques russophiles, traditionnellement russophiles, et se méfient aussi des Tchèques pour des histoires aussi un petit contentieux territorial entre la Pologne et la République tchécoslovaque, qui se situe à ce niveau-là, pour une petite partie de la Silésie. De l'autre côté de la frontière polono-tchécoslovaque se situe une petite minorité polonaise, et donc des tensions entre les deux pays à cause de ce petit territoire, tensions qui vont se matérialiser en 1938 à l'occasion des accords de Munich. On pense toujours aux Sudètes qui ont été annexés par l'Allemagne. On oublie que ce petit territoire a été récupéré par la Pologne, qui en a profité à ce moment-là aussi. Donc, mauvaise relation avec la plupart des voisins, une Pologne qui est isolée, et donc le sort du pays s'assombrit encore davantage lorsque le 23 août 1939 est signé le pacte germano-soviétique, donc entre l'Allemagne et l'URSS, qui prévoit, donc sujet bien connu, dans une clause secrète, le partage de la Pologne entre les deux puissances. Et donc le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne sans déclaration de guerre. Le 3 septembre, je rappelle les dates, même si j'imagine qu'elles sont bien connues. Le 3 septembre, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne pour venir honorer leurs engagements envers la Pologne. Mais malgré une défense acharnée, les armées polonaises sont rapidement battues et repoussées vers l'Est. Et le 17 septembre 1939, l'URSS envahit à son tour la Pologne par l'Est. Et donc le gouvernement et les restes de l'armée polonaise se replient alors en Hongrie et en Roumanie. Et de là, ils vont passer en France. Alors le gouvernement polonais en exil, qui se transporte alors en France, s'installe à Angers, qui devient de fait pendant un temps, pendant quelques mois, la capitale de la Pologne hors de la Pologne, tandis qu'un embryon d'armée polonaise se reconstitue, qui est fort déjà de près de 80 000 hommes en 1940, ce qui est relativement conséquent. Petite idée, petite comparaison, les forces françaises libres du général de Gaulle n'atteindront jamais ce nombre jusqu'à leur dissolution en août 1943. Alors, ce gouvernement en exil en France, il peut être considéré comme un gouvernement d'union nationale. Je vais essayer de rendre simple la politique polonaise de l'entre-deux-guerres qui est assez complexe. En fait, c'est un gouvernement d'union nationale qui représente la quasi-totalité du spectre politique polonais. Alors, de droite à gauche, on a le Mouvement national, qui est le parti nationaliste, le Mouvement du travail, qui est un parti de démocratie chrétienne, le Mouvement populaire polonais, qui est un parti agraire, un parti paysan, un parti centriste, relativement progressiste du point de vue social, mais conservateur d'un point de vue culturel, et le Parti socialiste polonais, qui est un parti bien entendu de gauche, mais pour qui la question nationale est importante. Il y a deux forces politiques qui sont de fait exclues de ce gouvernement politique, de ce gouvernement d'union nationale, les Piłsudskistes, les soutiens du maréchal Piłsudski, à quelques rares exceptions près, et les communistes qui étaient illégaux dans la Pologne de l'entre-deux-guerres.
Alors ce gouvernement hétéroclite, il est placé sous l'autorité du Premier ministre Władysław Sikorski, qui est un opposant conservateur au maréchal Piłsudski et qui devient de fait le Premier ministre donc, de ce gouvernement et qui est à la fois le chef d'état-major et le commandant en chef de l'armée polonaise jusqu'en 1943. Ce gouvernement en exil, il va entamer un certain nombre de réformes. Alors, il se réfugie en Grande-Bretagne après la défaite de la France en juin 1940. Et donc, première piste de réforme, il va essayer de comprendre pourquoi la campagne de septembre 1939 a été une telle défaite pour l'armée polonaise. Et donc, deux facteurs sont envisagés pour expliquer cette défaite. Premier facteur, l'isolement de la Pologne au niveau régional par l'absence d'alliance, ce qui va aboutir pendant la guerre à la formulation d'un certain nombre de projets d'alliance avec les États de la région, la Tchécoslovaquie, la Roumanie. Deuxième piste, deuxième projet pour essayer d'éviter que la défaite de 1939 ne se réalise à nouveau, fixer une frontière occidentale de la Pologne qui assure suffisamment de sécurité à la Pologne, et donc ça va nous amener justement au sujet qui est le mien aujourd'hui, donc la fixation de la frontière occidentale de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ce que je vais chercher à vous démontrer, c'est qu'au fil de l'évolution de la situation militaire et internationale, les projets territoriaux polonais d'extension à l'ouest vont prendre de l'ampleur et vont être de plus en plus précis. Et donc ces projets sont aussi intéressants à étudier parce qu'ils constituent en quelque sorte une sorte de baromètre de la situation géopolitique de la Pologne. En gros, pour faire simple, plus la situation géopolitique de la Pologne va être désespérée pendant la guerre, plus ils vont être conséquents. Alors pour cela, traditionnellement, un plan en 3 parties. Dans un premier temps, le plan est schématique. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Formation des structures de production et premières esquisses de revendication. Donc dans la première partie de la guerre de 1939 à 1941, on va avoir les premiers projets qui vont apparaître. Des projets plus conséquents vont apparaître dans la deuxième partie de la guerre de 41-43, donc la multiplication des projets médians. Et dans un dernier temps, on va voir que les projets qui fixent la frontière polonaise sur l'Oderneis vont émerger, notamment en 43-45. Alors c'est schématique, vous avez déjà des mentions de l'Oderneis avant, vous avez déjà des projets médians avant, c'est vraiment les périodes de domination du projet. Les projets sont plutôt modestes dans la première partie de la guerre, ils prennent de l'importance dans la dernière partie de la guerre, et le projet qui revient le plus, c'est le projet de l'Oderneis pendant la dernière partie de la guerre. Donc dans un premier temps, on va s'interroger donc sur les structures de production et donc, j'ai intitulé ça, donc les multiples forges d'un programme territorial occidental, puisque la question des revendications territoriales polonaises est devenue rapidement un enjeu majeur. Et donc il va y avoir une multiplication de foyers d'élaboration de la pensée occidentale polonaise. Alors la pensée occidentale polonaise, c'est un pan de ma thèse, je vais essayer de simplifier. Mais en fait, cette pensée occidentale polonaise, ce qu'on appelle la pensée occidentale polonaise, c'est le mouvement politique et historique de revendication d'une extension de la Pologne vers l'ouest. Et donc plusieurs types de foyers, plusieurs groupes de personnes, plusieurs groupes d'acteurs ont travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale pour développer cette pensée occidentale polonaise, pour faire ce programme de revendication territoriale à l'ouest du pays face à l'Allemagne. Donc, premier groupe d'acteurs, le gouvernement en exil à Londres, qui va formuler un certain nombre de projets territoriaux. Deuxième groupe d'acteurs, les structures administratives de ce qu'on a appelé la délégation du gouvernement pour le pays. La délégation du gouvernement pour le pays, en fait, c'est les représentants du gouvernement de Londres en Pologne occupée. Donc, ils vont formuler un certain nombre de projets. Les spécialistes polonais de l'histoire des terres revendiquées, donc c'est des universitaires essentiellement, des historiens, des géographes, etc., etc. Enfin, de multiples acteurs individuels qui vont prendre position sur cette question d'importance pour l'avenir de la Pologne. Et donc le foyer le plus actif, le groupe le plus actif dans l'élaboration de ces différents projets territoriaux, ça va être le gouvernement en exil à Londres, qui va s'atteler très rapidement à la tâche. En fait, dès le transfert à Angers, puis le transfert à Londres, le gouvernement en exil polonais va mettre en place un certain nombre de structures pour plancher sur ces différents projets territoriaux.
Dans un premier temps, dès octobre 1939, vous allez avoir un bureau des buts de la guerre qui est formé, qui est chargé avant tout de traiter la problématique allemande, quel traitement réservé à l'Allemagne après la fin de la guerre. Après la défaite de la France, donc le gouvernement polonais se transporte à Londres, et il devient en août 1940 un des départements du ministère de la Justice, sous le nom du département des buts de la guerre. Alors que les événements commencent à tourner en faveur des Alliés, que l'Axe commence à reculer à partir de 1942, le gouvernement polonais érige ce bureau au rang de ministère des Travaux pour le Congrès, donc un ministère chargé de préparer la conférence de la paix qu'on imagine devoir clore la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce ministère des Travaux pour le Congrès, il va être mis en place en juillet 1942. La période 1943-1945 est la plus prolifique de cette structure du gouvernement londonien. C'est à cette période donc que sont rédigés la plupart des rapports d'expertise demandés par le gouvernement polonais et que je vais étudier pour certains dans la suite de cette conférence. Pour vous donner une idée de la masse de documents, il y a près de 465 rapports qui ont été rédigés en tout par ce ministère, donc de 1943 à 1945, en plus de nombreux travaux réalisés par les structures que j'ai évoquées précédemment, avant 1942. Les deux foyers nationaux de la pensée occidentale polonaise, donc de ce programme de revendication territoriale, ont été moins prolifiques pour des raisons évidentes. Il était bien plus difficile d'agir dans la clandestinité et sous les coups des arrestations. Et aussi les difficultés d'accès à la documentation nécessaire pour réaliser ces projets étaient bien entendu bien plus grandes en Pologne occupée qu'au Royaume-Uni. Néanmoins, donc, ces deux foyers nationaux ont été également actifs. Et donc, je vous ai mentionné tout à l'heure la délégation du gouvernement pour le pays, donc la structure clandestine qui représente le gouvernement de Londres en Pologne. Cette délégation du gouvernement pour le pays va former en 1942 une section occidentale du département de l'information et de la presse. Et cette section occidentale de ce département de la presse, il va être chargé de collecter des informations sur les territoires polonais annexés au Troisième Reich et sur les futurs territoires que l'on envisage d'annexer à la fin de la guerre. Une fois ces informations collectées, elles vont être rassemblées et exploitées par une autre structure qui est mise en place à partir de 1943, un bureau des Terres Nouvelles. Donc déjà rien que l'appellation de ce bureau, le bureau des Terres Nouvelles, c'est tout un programme puisque c'est un bureau qui est chargé de préparer les revendications officielles de la Pologne sur les territoires allemands que la Pologne entend annexer. Autre groupe d'acteurs, et qui est lié en fait aux acteurs que j'ai évoqués précédemment, il y a donc les spécialistes de ce qu'on appelle la pensée occidentale polonaise, donc un certain nombre d'universitaires qui agissaient déjà avant, dans l'entre-deux-guerres. On parle souvent du révisionnisme allemand à l'égard des frontières à l'Est dans l'entre-deux-guerres, mais on oublie souvent que les pays d'Europe centrale et aussi la Pologne avaient tout aussi un programme révisionniste de modification des frontières, et notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Et vous avez donc un certain nombre d'universitaires qui sont dans l'université de Poznań, donc la grande ville de l'ouest de la Pologne, qui a été fondée en 1919 et dont les facultés, notamment d'histoire, de géographie, sont expressément tournées vers l'étude des territoires occidentaux de la Pologne et des territoires orientaux de l'Allemagne, dans une visée souvent revendicatrice de ces territoires. Et donc je vous ai mis juste une photographie, donc un peu le chef de file de cette pensée occidentale polonaise, qui est Zygmunt Wojciechowski, donc vous avez les dates, 1900-1955, qui était un chercheur, un historien, spécialiste donc de l'histoire médiévale et des relations germano-polonaises, et qui va être après-guerre le fondateur de l'Institut occidental. L'Institut occidental, c'est vraiment la structure de recherche qui va vraiment étayer, poursuivre ce travail sur les territoires occidentaux pour légitimer leur annexion
par la Pologne après 1945. C'est ce dont je me suis occupé pendant la majeure partie de la thèse. Ça ne nous occupe pas ici dans le cadre de cette conférence. Mais voilà, donc un personnage important et qui a fait partie d'un groupe de résistance, une organisation de résistance, l'organisation de résistance Patrie, qui est fondée dès la fin de 1939 et dont le but principal est double. D'une part, écrire des petites brochures clandestines pour justement rappeler aux Polonais le programme de revendication territoriale à l'égard de l'Allemagne et également enseigner l'histoire de ces territoires, former de nouvelles générations sur l'histoire et la géographie de ces territoires dans le cadre des structures d'enseignement clandestines. Je rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les structures universitaires polonaises et tout l'enseignement secondaire a été fermé puisque les Polonais devaient être cantonnés seulement à l'enseignement primaire ou l'enseignement technique. Et donc Wojciechowski et d'autres vont former une université clandestine à Varsovie qui est dédiée spécialement aux territoires occidentaux. Enfin, dernier groupe d'acteurs que je peux mentionner aussi, je ne reviendrai pas spécialement sur leur positionnement, à une ou deux exceptions près, il y a aussi les partis politiques polonais. Alors les partis politiques polonais, ils ne participent pas directement à l'élaboration des projets territoriaux à l'égard de l'Allemagne, mais si j'essaye de donner l'idée générale, plus les partis sont extrémistes, plus les projets de revendication territoriale, plus les frontières sont poussées loin à l'ouest. Et si l'on en est donc maintenant à l'explicitation de ces projets territoriaux, on va passer dans un premier temps au projet qui est le projet officiel, donc le projet que j'ai appelé le projet minimaliste, puisque c'est le projet qui est le moins étendu, donc le projet minimaliste qui est le projet officiel du gouvernement polonais pendant la majeure partie de la guerre. Alors le projet minimaliste, pourquoi est-ce qu'il est défendu par le gouvernement en exil à Londres ? Le gouvernement en exil à Londres est dans une position différente de celle des Polonais qui sont restés en Pologne. Il a composé de manière permanente avec les Alliés et donc il doit justifier bien plus les prétentions territoriales futures de la Pologne que ne le font les Polonais restés en Pologne. Donc il est conscient le caractère souvent irréaliste de certaines propositions qui émanent des Polonais restés en Pologne, et donc il adopte une position relativement modérée, puisque en fait il ne va réclamer que des provinces périphériques et vraiment périphériques du Troisième Reich et des provinces qui sont déjà en partie, voire majoritairement peuplées de Polonais ou de minorités slaves. Alors, vous avez ici donc une carte de l'Allemagne en 1937-1938. Et donc, les projets minimalistes vont porter sur trois régions principalement. La première région, c'est celle qui vient d'être entourée, c'est la Haute-Silésie, la Silésie d'Opole, qui a été en partie déjà annexée par la Pologne en 1919, mais dont la majeure partie est restée en Allemagne, et dans laquelle se trouve l'essentiel de la minorité polonaise en Allemagne, près de 700 000 Polonais, devrais-je dire plutôt des Silésiens polonophones, puisque l'identité de ces Silésiens polonophones, une bonne partie se déclare polonaise, une partie se déclare ni polonaise ni allemande. En tout cas, ces 700 000 polonophones de Silésie sont la principale revendication du gouvernement polonais en exil. Deuxième région qui est revendiquée, c'est la région située de part et d'autre du corridor poméranien. Pour l'élargir, vous voyez que le corridor poméranien est relativement réduit, quelques dizaines de kilomètres maximum, et le corridor a bien entendu été immédiatement coupé par les forces allemandes lors de la campagne de 1939. Donc ici, le gouvernement polonais exige les franges de la Poméranie allemande et la ville de Danzig, de Gdańsk. Et enfin, troisième région demandée par le gouvernement polonais, toute la Prusse orientale dans laquelle vous avez sur les franges méridionales des minorités slaves, là plutôt que polonaises, qu'on appelle les Warmiens et les Mazurs. Ce sont des Slaves pour partie protestants qui parlent un dialecte de la langue polonaise, mais qui sont déjà à l'époque assez fortement germanisés. Il n'empêche que
pour des raisons de présence de cette minorité, le gouvernement polonais va émettre des revendications sur cette région, et aussi pour des raisons stratégiques, puisque la présence de la Prusse orientale est considérée comme gravement, faisant peser une grave menace pour la sécurité de la Pologne. Donc, premier projet territorial du gouvernement polonais, projet minimaliste qui demande l'annexion de ces 3 régions. J'explique rapidement donc aussi, je ne le ferai pas pour les autres projets, mais j'explique rapidement l'argumentaire polonais qui a été mobilisé. Ce qui m'a amené à faire le sujet de thèse auquel j'ai consacré 6 ans de mon existence, c'est l'intérêt que j'ai pour les interprétations politiques qu'on peut avoir pour l'histoire, et j'ai étudié notamment l'argumentaire polonais mobilisé pour convaincre notamment les alliés occidentaux de la polonité, ou en tout cas du bon droit de la Pologne à l'annexion de territoires allemands, et je l'ai fait en montrant une certaine richesse de cet argumentaire, avec en idée sous-jacente toujours cette pensée que l'histoire c'est avant tout une suite de faits, mais que cette suite de faits, après, alors c'est plus le domaine de l'historien, mais on peut en faire ce que l'on veut et on peut l'interpréter de diverses manières. Et donc, l'argument polonais concernant le rattachement de la Prusse orientale, donc je vous relis rapidement le texte cité. La frontière de la Prusse orientale est située en ligne droite à 100 km de la capitale de la Pologne, Varsovie. La frontière de la Prusse orientale, par un arc recourbé de 607 km, passe en plein cœur de l'État polonais. Elle domine le cours de la Vistule, principale artère fluviale de communication de la Pologne, et joue les seules liaisons ferroviaires liant tout le pays à la Baltique. Ici, donc, on a un argument stratégique et géographique qui explique, sans prendre en compte la réalité humaine, puisque la Prusse orientale est à près de 90% allemande, pourquoi la Prusse orientale devrait être annexée pour la Pologne. Un argument d'un autre type est mobilisé pour justifier le rattachement de la ville libre de Gdańsk. Je mets de côté tous les arguments historiques, même si les arguments historiques sont partiellement évoqués dans le texte que vous avez sous les yeux. C'est un argument davantage économique, et là aussi qui fait part d'une vision partiale de l'économie et de l'histoire de l'économie, notamment de cette ville de Gdańsk. Donc le lien économique de Gdańsk à la Pologne se manifeste encore plus par des faits marquants. À partir du moment où Gdańsk a été, à la fin du XVIIe siècle, arraché à la Pologne, le nombre de navires jetant l'ancre dans ce port a tout de suite baissé. Jusqu'en 1919, la politique des transports de la Prusse, et ensuite du Reich, a sous-estimé de manière manifeste les intérêts de Gdańsk. Les ports de Szczecin et de Królewiec, Królewiec c'est le nom polonais de Königsberg, donc Kaliningrad aujourd'hui, ont été privilégiés. Le renouveau économique de Gdańsk date de 1922, quand il a été rattaché à l'espace douanier polonais. Donc vous avez ici un autre type d'argumentaire, un argumentaire donc plutôt économique qui fait part d'une vision partiale de l'histoire de l'économie en accusant les Allemands d'avoir marginalisé la ville de Gdańsk, et donc un argument qui tend à prouver que cette ville aurait tout à gagner d'être attachée à la Pologne et non pas laissée à l'Allemagne. Donc 2 exemples pour vous signifier que avec l'histoire et avec la réalité on peut faire beaucoup de choses, et donc pour étayer justement ce programme minimal de revendication qu'est donc l'annexion de la Prusse orientale, de la Poméranie et de la Haute-Silésie. Alors, ce projet minimaliste est longtemps perçu comme le seul que les alliés occidentaux, attachés au principe d'autodétermination des peuples, peuvent accepter, d'où son caractère officiel. Je l'ai dit, donc, il y a près d'1 million de Polonais ou de slavophones présents sur ces territoires. Mais donc, comme je l'ai dit, il convient de souligner que déjà, rien que ce projet minimaliste, ce projet peu étendu, implique d'annexer 2 millions d'Allemands, rien que pour la seule Prusse orientale. Et donc, ça demande, ce n'est pas évident, et d'où tout le luxe d'arguments mobilisés par les Polonais pour justifier ce rattachement. Et cependant, malgré donc ce plan qui est relativement modéré, plusieurs facteurs expliquent que
Malgré sa prudence et son réalisme politique, ce plan est de plus en plus contesté dans l'opinion publique polonaise, comme parmi les spécialistes polonais de la question. Et je vais voir dans un deuxième temps donc la multiplication de projets plus ambitieux qui vont repousser la frontière polonaise plus à l'ouest. Et donc, deuxième partie, donc la multiplication des projets médians et dans un premier temps, les raisons de la remise en cause de ce projet minimaliste. On va voir qu'il va y avoir tout un ensemble d'événements sur la scène géopolitique internationale liés à la guerre qui vont expliquer que les projets polonais vont se radicaliser peu à peu. Ce qui va changer la donne, et notamment en 1941, c'est l'attaque de l'URSS par l'Allemagne nazie, le 22 juin 1941, qui bouleverse la situation de la Pologne. Jusqu'en 1941, en fait, la Pologne est le principal allié officiel du Royaume-Uni en termes de soldats engagés, puisque jusqu'au 22 juin 1941, je le rappelle, même si c'est assez évident, le Royaume-Uni est seul à peu près en termes de grande puissance à tenir tête à l'Allemagne nazie, puisque ni les États-Unis ni l'URSS ne sont à ses côtés pour combattre l'Allemagne. Et donc l'attaque allemande contre l'URSS le 22 juin 1941 va faire que l'URSS et la Pologne vont se retrouver dans le même camp, ce qui ne va pas de soi, puisque, vous vous en souvenez, l'URSS a attaqué la Pologne en 1939 et a annexé la moitié de son territoire. Et donc, malgré cela, le gouvernement de Sikorski va adopter une attitude, dans un premier temps, plutôt conciliante avec l'URSS, et un accord est signé, les accords Sikorski-Maïski, du 30 juillet 1941. Ivan Maïski, c'est l'ambassadeur soviétique à Londres. Et donc ce texte rétablit des relations diplomatiques entre la Pologne et l'URSS, qui avaient été rompues bien évidemment en septembre 1939, et il prévoit la création d'une armée polonaise en Union soviétique, ainsi qu'une amnistie pour tous les Polonais qui y résident. Néanmoins, une partie du gouvernement de Londres, et notamment les Piłsudskistes, critiquent cet accord. Pourquoi ? Parce que aucune garantie n'a été donnée à la Pologne quant aux frontières orientales de la Pologne. Donc, dans les projets que j'ai commencé à vous présenter, j'ai parlé de la frontière occidentale, mais concernant la frontière orientale, pour les Polonais doit rester celle d'avant 1939 et non pas, bien entendu, celle que propose l'Union soviétique qui se rapproche de la ligne Curzon. Et donc, cette inclusion de l'URSS dans le camp allié fait que, à plus ou moins court terme, la Pologne ne peut espérer retrouver sa frontière orientale d'avant-guerre, et ça va être tout l'enjeu de Sikorski d'essayer de garder une unité dans le gouvernement polonais, alors que même que certains de ses membres commencent à protester contre le fait que la cession de ces confins orientaux va être de plus en plus inéluctable. L'entrée de l'URSS dans la guerre remet en cause aussi les projets de la Pologne en Europe centrale. Vous avez dit que l'un des axes de réflexion du gouvernement polonais, c'était d'essayer de se rapprocher des autres États de l'Europe centrale pour essayer de former une sorte de fédération ou de confédération pour renforcer le poids de ces pays face à l'Allemagne ou face à l'URSS. Avec l'entrée de l'URSS dans la guerre, le projet d'union polono-tchécoslovaque va être torpillé par l'Union soviétique qui ne veut pas voir se constituer un pôle de puissance régionale alternatif qui manifesterait une trop grande indépendance par rapport à son pouvoir. Et donc les tensions entre la Pologne et l'URSS, donc loin de s'estomper, vont être ravivées par la découverte en avril 1943 des fosses de Katyń par l'armée allemande, donc des fosses dans lesquelles gisent près de 4500 officiers polonais qui avaient été faits prisonniers par les soviétiques en septembre 1939 et qui ont été exécutés au printemps 1940. Dans le cadre de cette opération, près de 22 000 officiers de l'armée polonaise, mais aussi de l'administration, des douanes, ont été assassinés par les soviétiques, et donc la découverte de ces fosses va provoquer la rupture entre la Pologne et l'URSS, bien que ces deux pays soient officiellement alliés. Donc rupture qui est entérinée le 25 avril 1943, lorsque les Polonais vont demander à la Croix-Rouge internationale de faire une enquête sur les responsables de ce massacre, ce qui va bien entendu pas plaire aux soviétiques.
Depuis 1941-1942, donc, les Polonais ont commencé à être marginalisés dans la Grande Alliance contre l'Allemagne nazie. Et donc le gouvernement polonais perd de l'importance aux yeux des Britanniques qui se font de plus en plus évasifs dans leur garantie quant aux frontières de la Pologne après-guerre, notamment par rapport aux frontières orientales. La mort du général Sikorski en juillet 1943 porte finalement un coup de grâce en quelque sorte au gouvernement polonais, un premier coup de grâce au gouvernement polonais en exil, puisqu'en fait Sikorski c'était l'homme vraiment qui avait une certaine aura, une grande aura auprès des Polonais et qui en même temps avait l'oreille des anglo-saxons, de Churchill entre autres, et sa mort va être irremplaçable par les Polonais et va surtout entraîner une sorte de fuite en avant du gouvernement polonais et en général des Polonais qui vont qui vont se retrouver dans une position de plus en plus inextricable puisque ils vont vouloir à la fois avoir des extensions à l'ouest et à la fois garder la frontière de 1939. Donc, cette radicalisation elle va se voir par les nombreux tracés du projet médian, donc deuxième sous-partie dans cette deuxième axe de réflexion. Et donc, il s'agit, donc, pour tous ceux qui formulent ces projets médians, de dépasser le projet minimaliste qui a lieu dans un premier temps, donc qui se contentait d'annexer 3 régions proches de la Pologne. Et donc, ce projet médian, pourquoi je l'ai appelé médian? Parce qu'il y a de nombreuses ébauches de ce tracé, mais il se situe à peu près à équidistance entre la ligne du projet minimaliste et la ligne Oder-Neisse. Le projet médian qui revient le plus souvent, alors un peu de géographie germano-polonaise, c'est le projet qui est fixé sur l'Oder. L'Oder, c'est le grand fleuve qui traverse la Pologne occidentale et qui va se jeter dans la mer Baltique au niveau de son delta, au niveau du port de Szczecin. Et de nombreux projets médians, de nombreux projets plus conséquents d'extension de la Pologne à l'ouest, vont prendre appui sur des cours d'eau, alors l'Oder que j'ai mentionné, mais aussi sur des cours d'eau plus petits, et notamment sur une autre Neisse, parce qu'en fait la complexité du projet, c'est qu'en fait vous n'avez pas la Neisse de Lusace seulement, celle-là, la Neisse occidentale, mais vous avez aussi la Neisse orientale, la Neisse de Kłodzko en polonais. Et dans un premier temps, ces projets médians vont s'appuyer donc plutôt sur cette Neisse orientale, donc la Neisse de Kłodzko, et sur l'Oder. Et donc, ces projets plus conséquents d'extension de la Pologne à l'ouest au détriment de l'Allemagne, on va les trouver en fait dès 1940, même s'ils prennent de l'ampleur essentiellement à partir de 1942-1943. Et donc, ici une petite citation donc, de l'état-major de l'armée polonaise en France, qui dès 1940 prévoit des accroissements bien plus conséquents de la Pologne vers l'ouest, et donc qui justifie cela notamment par des arguments stratégiques. Le raccourcissement de notre frontière avec l'Allemagne à environ 550 km, l'appui de la frontière sur la moitié de sa longueur sur les lignes de terrain naturelles, faciles à défendre, que sont l'Oder et la rive de la lagune de Szczecin, et l'élimination du danger de la réalisation par l'Allemagne d'une attaque double par les ailes. Donc c'est encore une préoccupation essentiellement stratégique. L'argument humain, puisque ces territoires qui sont que l'on prétend annexer sont bien entendu majoritairement peuplés d'Allemands. Donc c'est surtout des arguments stratégiques qui sont envisagés. Alors si, je ne sais pas si tout le monde peut voir, si on s'intéresse de manière plus proche à ces programmes, je vous en donner 2 parce qu'il y en aurait des dizaines. Et donc, premier programme que je vais vous présenter d'un point de vue cartographique, c'est le programme de l'état-major général de l'armée de l'intérieur d'août 1943. La carte de gauche vous présente en fait, alors les frontières sont les frontières actuelles. J'ai rajouté en rouge la frontière de 1939, la frontière entre l'Allemagne et la Pologne de 1939. La carte de droite est donc le projet tel qu'il est présenté par l'état-major de l'armée de l'intérieur. Petite différence assez conséquente avec le projet précédent. Vous avez toujours l'annexion de la Haute-Silésie,
grande différence, vous avez une partie de la Basse-Silésie, une partie du Brandebourg oriental qui est également annexée pour essayer de repousser un peu la frontière plus à l'ouest pour garantir une meilleure sécurité pour la grande ville polonaise occidentale Poznań. Vous avez l'annexion de la moitié de la Poméranie occidentale pour essayer là aussi d'éloigner les troupes allemandes de la Vistule. Là, je n'ai pas mentionné, mais les militaires polonais chargés de ce projet essayent de fixer la frontière sur des cours d'eau pour essayer de donner une plus grande capacité de défense à cette frontière. Et enfin, là ça ne change pas, toujours un projet d'annexer la Prusse orientale. Deuxième projet, encore plus radical, donc même principe. À gauche, vous avez les frontières de 1939. À droite, vous avez les frontières proposées par le Bureau des Terres Nouvelles, donc un projet qui date de 13 octobre 1943. Je rappelle que le Bureau des Terres Nouvelles, c'est l'une des structures de la délégation pour le pays qui est chargée justement de préparer des expertises pour voir quel territoire est-ce qu'on peut annexer, comment le réaliser après-guerre. Et donc vous voyez que ce projet est encore plus radical. La Haute-Silésie est toujours concernée, mais là vous avez une partie notable de la Basse-Silésie qui est annexée, la frontière étant fixée sur l'Oder. Elle implique, cette version du programme territorial polonais, d'annexer une partie de la grande ville de la Silésie, Breslau, maintenant actuellement Wrocław, toujours une partie du Brandebourg oriental, et la quasi-totalité, vous voyez, de la Poméranie occidentale, puisque la frontière serait repoussée presque jusqu'à Szczecin. Et donc toujours la Prusse orientale, en partant du principe que la Prusse orientale remet gravement en cause la sécurité de la Pologne, et notamment de la capitale de Varsovie. Quand vous êtes au sud de la Prusse orientale, vous êtes à moins de 200 km de Varsovie. Et donc, le projet médian, comme le projet minimal, apparaissent vite cependant insuffisants à un nombre croissant de spécialistes polonais sur la question, qui leur préfèrent le projet sur l'Oder-Neisse de Lusace, donc pas la Neisse de Kłodzko, qui sur cette carte serait à peu près, que je ne me trompe pas, ici, mais qui est bien ce petit cours d'eau ici. Donc, en effet, de nombreux spécialistes polonais s'alarment que ce projet médian maintient notamment le bassin industriel de Basse-Silésie en Allemagne, ce qui serait pour les économistes polonais notamment dangereux. Et surtout, vous voyez, la Basse-Silésie reste en fait une sorte de coin entre la Pologne et la Tchécoslovaquie. Et l'une des logiques des revendications territoriales polonaises, c'est d'établir une continuité territoriale entre la Tchécoslovaquie et la Pologne pour faire front commun face à l'Allemagne, si jamais un nouveau conflit devrait avoir lieu entre ces deux pays, entre ces trois pays. Donc l'argument humanitaire, qui pouvait encore être de mise au début de la guerre, selon lequel il ne faut pas trop s'étendre à l'ouest parce que cela nécessiterait d'expulser un nombre important de populations, est de moins en moins pris en compte, de plus en plus délaissé au fur et à mesure que les tensions de la guerre s'accroissent en Pologne et que le ressentiment polonais à l'égard de l'occupant allemand augmente. Et donc on va voir dans un dernier temps la formulation du projet qui va être établi définitivement. Donc, j'ai intitulé cette partie vert et au-delà de l'Oder-Neisse, 1943-1945. On va voir, j'ai dit vert et au-delà, parce que ça va être non seulement la formulation d'un projet territorial qui va correspondre à la frontière polonaise d'après-guerre, mais il y a même des projets qui sont encore plus ambitieux, que j'en montrerai un plus particulièrement par la suite. Et donc, toujours dans un premier temps, je vais vous expliquer donc pourquoi il y a eu encore une radicalisation de ces projets territoriaux, parce qu'on entre vraiment là dans la marginalisation définitive du gouvernement en exil à Londres, et donc une dégradation vraiment nette de la position de la Pologne, notamment face à l'Union soviétique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une marginalisation de la Pologne ? C'est notamment, on le voit,
à travers la conférence de Téhéran qui rassemble les trois grands en novembre-décembre 1943 et qui entérine chez les alliés occidentaux le choix d'une des versions de la ligne Curzon comme tracé oriental de la frontière polonaise. Donc vous avez ici, ça sera plus simple, la ligne Curzon qui va grosso modo de Grodno, actuellement en Biélorussie, qui passe à proximité de Brest-Litovsk et qui passe ici à proximité de la ville polonaise de Przemyśl. En fait, une ligne Curzon, pourquoi est-ce qu'elle est si inacceptable que ça pour les Polonais? Parce que, un, il y a des minorités polonaises à l'est de cette ligne, même si ce sont des minorités, et deux, pour les Polonais de l'époque, c'est quand même renoncer à près de 50% de leur territoire, alors même que la Pologne est censée faire partie du camp des vainqueurs. Surtout, ça renforce la position de l'URSS, ce que la Pologne, enfin le gouvernement polonais, veut à tout prix éviter. Et donc, cette conférence de Téhéran marque en quelque sorte le glas des espérances polonaises pour conserver ses confins orientaux. Et en même temps, les relations continuent à se tendre avec l'URSS. En fait, au cours de l'année 1944, l'URSS va justement repousser la Wehrmacht toujours plus loin à l'ouest et va à peu près en juillet 1944 se retrouver quasiment sur la Vistule, de sorte que plus de la moitié du territoire polonais d'avant-guerre est contrôlé par les soviétiques en juillet 1944, ce qui va bien entendu complexifier la tâche du gouvernement en exil, puis, notamment à partir du 22 juillet 1944. Le 22 juillet 1944, en fait, un gouvernement pro-soviétique va être mis en place alors dans la ville de Lublin, donc située dans l'est de la Pologne, et ce gouvernement soviétique, enfin pro-soviétique de Lublin a été un gouvernement créé de toutes pièces par l'URSS pour avoir un interlocuteur politique avec lequel il pourrait justement avoir des relations, notamment pour se faire céder officiellement par le gouvernement polonais ces territoires des confins orientaux. Au même moment, donc j'ai dit que les troupes soviétiques étaient sur les bords de la Vistule. Il va y avoir l'insurrection de Varsovie en août 1944, en août-septembre 1944. Et en septembre 1944, les soviétiques qui sont parvenus dans les faubourgs orientaux de la ville ne vont pas prêter main forte aux insurgés polonais, ce qui va se terminer en bain de sang, 200 000 Polonais tués. Et donc, tous ces deux facteurs vont renforcer encore plus l'antagonisme polono-soviétique. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça va renforcer aussi l'inflexibilité du gouvernement polonais à vouloir faire des concessions à l'Est pour éventuellement avoir des concessions meilleures à l'Ouest, ou au moins garder un certain nombre de territoires que les soviétiques prétendraient annexer. Donc, parallèlement à cette avancée des soviétiques, il va y avoir donc la multiplication d'un certain nombre de projets toujours plus radicaux. Et ces projets les plus radicaux, je vois que le temps avance, j'avais prévu de faire une contextualisation plus large, bon bref, je passe donc tout de suite à la présentation de ces projets. Donc, le projet de Lodernay, ça va être pas très compliqué à expliquer. Mais il y a encore d'autres projets et qui sont encore plus radicaux et qui poussent encore plus loin vers l'ouest les frontières de la Pologne. Donc des extensions à l'ouest, compensation pour les pertes à l'est. Dans cette dernière sous-partie, je vais m'interroger non seulement sur la justification ou l'ébauche justification de la frontière sur l'Ordernance, mais aussi sur le statut symbolique de l'annexion de ce territoire par les Polonais. Donc le projet d'une frontière germano-polonaise sur l'Odernay, c'est une idée qui n'est pas nouvelle en 1944-1945. Si je fais très rapidement la genèse de ce projet sur l'Odernay, il remonte en fait à la Première Guerre mondiale, durant laquelle quelques Polonais avaient déjà eu l'idée de fixer la frontière occidentale de la Pologne sur ce double cours d'eau.
Durant la Seconde Guerre mondiale même, des projets allant dans ce sens apparaissent dès la première phase de la guerre, à l'époque de la domination de l'Axe. Ainsi, on trouve une justification de cette frontière dans une brochure écrite par un capitaine de cavalerie de l'armée polonaise à Londres, Jieślewski, en 1942. Et donc il s'agit d'un long développement argumentatif fondé sur une mise en récit historiosophique des relations germano-slaves et donc sur une vision panslaviste des relations aussi entre les pays slaves, et donc qui explique pourquoi cette frontière devait être sur l'Orderneiß. J'en cite ici un extrait. L'atteinte de la plus courte frontière défensive est donc une question d'honneur slave et le devoir le plus saint de la Pologne et de la Bohême en premier lieu. L'unique frontière naturelle la plus avantageuse à tout point de vue est la ligne courant des sommets de la forêt tchèque et des Karkonosze, puis le long de la vallée de la Neisse, de l'Uzas et de l'Oder. Cela signifie pour la Tchéquie un raccourcissement de sa frontière dangereuse. Par frontière dangereuse, il faut comprendre bien entendu la frontière avec l'Allemagne, de 1/3, et pour la Pologne, dans les frontières du traité de Versailles, des 3/4, c'est-à-dire à 300 km en ligne droite. Vous l'avez compris, le grand côté positif de l'Orderneiß, c'est le tracé relativement simple. La rectitude du tracé, c'est presque une ligne droite du nord au sud, et c'est une frontière qui n'est longue que de 300 km, alors qu'elle était de plus de 2200 km pour l'ancienne frontière polono-allemande. Donc cette frontière, elle est simple. Pourquoi est-ce qu'elle est simple? Parce qu'elle s'appuie sur deux cours d'eau. Le cours d'eau inférieur et le cours moyen de l'Oder, et le cours de la Neisse de l'Uzas, qui est donc ici, qui se jette dans l'Oder. Sur cette diapositive, vous avez donc en gros le projet médian, l'un des projets médians que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc la fixation de la frontière sur l'Oder et sur la Neisse orientale, et la frontière qui est fixée sur la future frontière polonaise de 1945, l'Oder et la Neisse occidentale. Alors je dis que cette frontière est simple, mais si vous regardez bien, les revendications polonaises se détachent en un point du strict tracé de l'Oder, puisque la ville de Szczecin est inclue dans les projets de revendication polonaises, alors qu'elle est située sur la rive gauche de l'Oder, qui devrait rester en Allemagne. Alors c'est pour des raisons économiques, des raisons stratégiques, et en fait dans le courant 1944, la question n'est pas encore vraiment résolue par les historiens. Staline, qui hésitait entre ces deux tracés, va prendre finalement la décision d'appuyer les revendications polonaises pour avoir une frontière sur l'Oder-Neisse de l'Uzas, mais contrairement aux Polonais, il n'y a pas encore de décision arrêtée concernant la ville de Szczecin. Et donc ça va être une situation quelque peu cocasse que va subir cette ville, puisque c'est l'une des dernières villes allemandes à être occupée par les troupes soviétiques fin avril, début mai 1945. Et en fait, il va y avoir un chassé-croisé de l'administration. L'administration polonaise va venir s'installer une première fois avant d'être chassée courant mai de la ville. Elle va revenir s'installer courant juin 1945 de la ville. Elle va être de nouveau chassée. Et enfin, début juillet 1945, Staline se rallie finalement à cette solution, à l'annexion de la ville de Szczecin et de ses abords immédiats à la Pologne. Et donc, les Polonais vont pouvoir s'installer de manière définitive dans la ville. Alors, je parle beaucoup de Staline, de la position soviétique, qui a été le grand soutien là, pour le coup des ambitions polonaises pour avoir une frontière polonaise sur l'Oder-Neisse. Je vais dire rapidement quelques mots de la position anglo-saxonne. En fait, la frontière sur l'Oder-Neisse ne va être acceptée qu'en dernière instance à la conférence de Potsdam. J'y reviendrai un peu plus. En attendant, j'ai mentionné, le titre du Grand 3, c'était « Vers et au-delà de l'Oder-Neisse ». J'ai mentionné les projets
qui fixe la frontière occidentale de la Pologne sur l'Oder-Neisse. Il y a encore un dernier type de projet, les projets que moi j'ai appelés maximalistes, et donc qui vont jusqu'à dépasser l'Oder-Neisse, et donc des projets maximalistes qui sont avant tout portés par le camp nationaliste. Donc vous avez ici une proposition nationaliste, donc au-delà de l'Oder et de la Neisse, de l'Usace, et donc qui est tirée de la brochure L'héritage des Piast, qui est édité en 1944 par Leszek Prorok, qui est une figure du mouvement nationaliste polonais. Et donc ce dernier, il milite pour une frontière occidentale polonaise qui serait calquée grosso modo sur l'Oder et la Neisse de l'Usace, mais qui la dépasserait en certains endroits. Et donc vous avez ici la justification. La frontière nécessaire de la Pologne à l'ouest court le long du réseau hydrographique à l'ouest de l'Oder et de la Neisse de l'Usace. La bande de terre sur la rive gauche de la frontière s'élargit du sud au nord, entre les montagnes des Sudètes et Zgorzelec et Gubin, le long de la Neisse. Elle est large de seulement quelques kilomètres, du confluent de la Neisse et de l'Oder jusqu'au canal des Hohenzollern d'environ 30 km. Plus loin au nord, la bande frontière à l'ouest de l'Oder s'élargit à quelques dizaines de kilomètres, incorporant les villes Dannermund, Prenzlau, Pasewalk, Greifswald, Stralsund et l'île de Rügen. Pour faire simple, en fait, les Polonais, certains Polonais, les plus, on va dire, radicaux, demandent l'annexion de certains pans de la Saxe et de la Poméranie antérieure actuelle, qui est actuellement encore donc allemande. Et en fait, quelle est la raison de tout cela? C'est qu'en fait, je vais vous montrer, je ne sais pas si ça se verra bien, un tracé de cette frontière. Donc vous voyez ici en violet, sur le cours moyen de l'Oder, elle se confond avec la frontière qui a été retenue à la fin de la guerre, mais en deux endroits, au nord, donc au niveau du cours inférieur de l'Oder, toute la Poméranie antérieure est annexée, enfin serait annexée, et une partie de la Saxe et du Brandebourg, ce qu'on appelle, c'est les franges orientales de la région de l'Usace. Pourquoi est-ce que cette région est régulièrement mise en avant dans les projets maximalistes de la frontière occidentale polonaise? C'est que dans cette région-là, encore aujourd'hui, vous avez une petite minorité slave qui existe, les Serbes de l'Usace ou les Sorabes, et donc les Polonais se disaient, bon, après tout, certains Polonais se disaient, après tout, comme il y a quelques dizaines de milliers de Serbes de l'Usace et de Sorabes dans cette région, autant les annexer à la Pologne, ce qui ferait repousser encore plus le danger allemand des frontières polonaises. Et donc bien entendu, ce projet ne va pas être retenu. Et le sort de la frontière et donc la fixation définitive qui va se porter donc sur le projet de l'Oder et de la Neisse de l'Usace va être décidé lors de la conférence de Potsdam. Dans les tout derniers jours de la conférence de Potsdam, qui a commencé fin juillet 1945 et qui a fini le 2 août, donc vraiment dans les deux derniers jours de la conférence, le tracé de la frontière polonaise occidentale va faire l'objet d'âpres luttes entre Staline d'un côté et Churchill au début, puis Attlee et Truman de l'autre, puisque les alliés occidentaux, le Royaume-Uni et les États-Unis, ne voulaient pas que la Pologne s'étende si loin à l'ouest. Et donc, pour mettre à peu près tout le monde d'accord, vous avez, donc je vais vous montrer une citation d'un extrait du communiqué final de la conférence de Potsdam, qui va mettre tout le monde d'accord. Pourquoi? Donc l'État polonais administre, en attendant le tracé définitif de cette frontière, les anciens territoires allemands qui sont situés à l'est d'une ligne partant de la mer Baltique, immédiatement à l'ouest de Swinemund, c'est l'avant-port de Stettin, pour descendre le long de l'Oder jusqu'au confluent de la Neisse occidentale, puis longer celle-ci jusqu'à la frontière tchécoslovaque, y compris la partie de la Prusse orientale qui n'est pas placée sous l'administration soviétique en vertu de l'accord intervenu à la présente conférence, et de la région de l'ex-ville libre de Danzig. Donc en fait toute l'Allemagne à l'est de l'Oder-Neisse est annexée à la Pologne, sauf ce qui va devenir aujourd'hui l'enclave de Kaliningrad. Alors cette formulation elle met d'accord tout le monde, puisque elle satisfait les Polonais et les Soviétiques, puisque la frontière, la ligne de démarcation, faudrait-il dire plutôt, est fixée sur l'Oder-Neisse de l'Usace, comme le veulent les Polonais et les Soviétiques.
Et en même temps, elle satisfait les alliés occidentaux qui n'ont pas l'impression d'avoir cédé, puisqu'il est écrit que l'État polonais ne fait qu'administrer ces territoires en attendant le tracé définitif de la frontière qui devait avoir lieu lors de la conférence de la paix avec l'Allemagne, qui, comme vous le savez, n'a jamais eu lieu après 1945. Et donc ce texte un peu alambiqué de la conférence de Potsdam va provoquer des tensions récurrentes au niveau international entre la future RFA et la Pologne, puisque la RFA était révisionniste par rapport aux frontières occidentales de la Pologne, et la Pologne, bien entendu, interprétait les accords de Potsdam comme définitifs s'agissant de sa frontière occidentale. Dernier point de réflexion avant de passer à la conclusion. On peut se demander quel était le statut du projet territorial. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation à cette dernière sous-partie, en se demandant si les territoires qui ont été annexés à l'occasion de la fixation de la frontière sur l'Oderneis de Lusace ont été des compensations pour les territoires qui sont perdus à l'est. Et donc en fait l'annexion de ces territoires, de ces anciens territoires orientaux allemands, des nouveaux territoires occidentaux polonais, qu'on appelle aussi les territoires recouvrés. En fait, cette annexion, elle n'a jamais été pensée comme une compensation par les Polonais. Pourquoi c'était pas conçu comme une compensation ? Parce qu'en fait, reconnaître que c'était des compensations, c'était reconnaître à demi-mot la perte des confins orientaux, et le gouvernement en exil à Londres, encore en 1945, la majeure partie de la société polonaise de l'époque était contre la cession de ces confins orientaux, donc on ne pouvait pas faire valoir que les territoires gagnés à l'ouest au détriment de l'Allemagne étaient considérés comme des compensations, puisque c'était reconnaître donc le changement de frontière à l'est. Et au contraire, donc, la Pologne va jeter toute son énergie d'un point de vue intellectuel dans les années qui vont suivre pour essayer de faire gagner ses lettres de noblesse diplomatique, c'est le dire, à la frontière Oderneis, puisqu'elle va être reconnue par l'URSS, par les nouvelles démocraties populaires, mais une bonne partie du bloc de l'Ouest, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, vont se montrer beaucoup plus sceptiques à cet égard. Et donc si les territoires recouvrés en eux-mêmes ne représentent pas une compensation pour les confins orientaux pour la majorité des Polonais, on peut considérer que l'amplitude de leur superficie, près de 100 000 km², a pu inconsciemment mettre un peu de baume au cœur à l'orgueil national polonais qui a été meurtri à l'époque. Je passe à la conclusion pour ne pas être trop long. Et donc la Seconde Guerre mondiale a été l'occasion d'une floraison donc, de projets territoriaux polonais vis-à-vis du voisin allemand. L'argument stratégique de la sécurité de la Pologne a été donc le principal utilisé pour motiver l'accroissement prévu du territoire polonais à l'ouest. Le cas de la frontière occidentale polonaise est intéressant car il permet d'étudier historiquement, politiquement et géopolitiquement l'objet géographique par excellence que sont les frontières. Le cas précis permet de mieux comprendre les logiques qui sous-tendent le tracé d'une ligne par définition arbitraire qu'est une frontière. Et donc cette lente genèse de la frontière occidentale polonaise que je vous ai esquissée ici fait ressortir donc les soubresauts d'un accouchement chaotique qui a été l'une des premières causes de dissension après-guerre entre les trois grands. Pour comprendre l'évolution de ces projets de frontières, il est intéressant, pour terminer, de faire une analyse comparée de la question des frontières occidentales et orientales de la Pologne pendant la guerre, le sort de la première étant directement lié au sort de la seconde. La pensée occidentale polonaise, qui se charge, on l'a vu, de bâtir et de justifier différents projets territoriaux, a été en effet en partie influencée par l'évolution du sort des confins orientaux. De 1939 à 1941, les terres occidentales font jeu égal avec les confins orientaux dans les préoccupations des représentants et des résistants polonais. Cela permet de mettre en place un certain nombre d'acteurs institutionnels qui contribuent fortement à préparer des projets territoriaux. Après 1941, avec la fin de l'occupation soviétique des confins orientaux, puisqu'ils sont occupés cette fois-ci par les Allemands, le regard des élites et de la société polonaise est plus particulièrement tourné vers les confins occidentaux, vers les idées de frontières avec l'Allemagne. À partir de 1943, enfin, du fait des rumeurs de plus en plus intenses
de la cession imminente des confins orientaux au profit de l'URSS, l'opinion publique et une large partie des élites polonaises s'intéressent de plus en plus à la question orientale au détriment de la question occidentale, qui n'est cependant pas négligée. Et donc le dilemme géopolitique historique de la Pologne, ancrage territorial et idéologique à l'ouest, ou ancrage territorial et idéologique à l'est, a été tranché pour près d'un demi-siècle en 1944-1945, et donc paradoxalement, pour terminer, c'est à l'heure où le pays est intégré de force dans la sphère d'influence soviétique, donc qui est plutôt rattaché idéologiquement à la partie est du continent européen, que le pays s'occidentalise géographiquement, puisqu'il est transféré de force à l'ouest, et donc qui perd son caractère de transition culturelle entre l'Europe latine et l'Europe orientale. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de population? Parce qu'autant à l'Est, il y avait pas mal de Biélorusses ou autres, autant à l'Ouest, j'ai l'impression qu'il y avait surtout des Allemands. Est-ce que ça a entraîné des mouvements de population? Tout à fait, il y a eu énormément de mouvements de population, parce que non seulement il a fallu transférer une partie des populations polonaises qui se trouvaient dans les confins orientaux, qui étaient de l'ordre d'encore... il y en avait 1,5 million à 2 millions qui sont partis, et il y en a environ 1 million qui sont restés dans les confins orientaux, et on les a installés sur les territoires pris aux Allemands, et dans les territoires pris aux Allemands, il y avait avant-guerre environ 8 millions d'Allemands, dont environ 4 millions ont fui devant l'avancée de l'armée rouge, mais il a fallu transférer 4 millions d'Allemands de ces territoires et les remplacer par des Polonais. Donc effectivement, il y a eu énormément. C'est en fait une bonne moitié des transferts de population qui ont lieu après la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et où sont conservées les archives du gouvernement polonais en exil ? Alors les archives du gouvernement polonais en exil, alors il doit y en avoir une partie qui sont encore à Londres. Il y a un institut polonais à Londres qui est paradoxalement appelé l'Institut Piłsudski. La grande majorité sont dans les archives nationales de Varsovie. Enfin, j'ai eu accès, j'avais tellement de fonds à dépouiller que je me suis concentré sur un ou deux fonds, mais il y avait le fonds des ministères du Travaux pour les Congrès qui était chargé de faire ces expertises, ces projets territoriaux, qui est conservé justement à Varsovie. Et à Londres, est-ce qu'il y avait des contacts entre le gouvernement en exil et puis l'opposition allemande qui était à Londres, en particulier les dirigeants du SPD? Alors ça, c'est une bonne question. J'imagine qu'il devait y en avoir parce que comme il y avait une partie des membres du gouvernement polonais qui étaient des socialistes polonais, j'imagine qu'il y avait des liens avec le SPD, mais c'est plus une hypothèse, une déduction qu'une affirmation. Oui. Une question, c'est, vous avez signalé donc les pays occidentaux, surtout les RFA évidemment, étaient contre ce nouveau dessin de frontières. Par contre, la position de la RDA, oui. Elle a été beaucoup plus claire. Alors la position de la RDA, c'est extrêmement intéressant merci pour la question de l'évoquer, parce qu'en fait... j'en ai parlé un petit peu pendant la thèse, parce que je réponds en faisant un petit détour par la thèse. En fait, l'un des points que j'aborde dans la thèse, c'est de voir en fait l'articulation entre la pensée nationale et le gouvernement communiste. Le gouvernement communiste, l'idéologie communiste est par essence internationaliste, et pourtant elle utilise un discours très nationaliste en fait pour justifier l'annexion. Et en fait, les communistes est-allemands du SED vont se retrouver exactement dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'idéologiquement ils vont plutôt se rallier à une position internationaliste, donc ne pas vouloir critiquer un pays frère, et en même temps, notamment durant les premières années, à l'époque où ils n'ont pas encore la totalité de leur pouvoir assis en Allemagne, dans la future Allemagne de l'Est, ils vont essayer de gagner en légitimité auprès des populations allemandes. Et l'une des manières de gagner en légitimité auprès des populations d'Allemagne de l'Est, c'était justement de militer contre la frontière sur l'Oder-Neisse de l'Alsace. Donc en fait, ils étaient un peu pris entre leur légitimité idéologique et en même temps la nécessité d'être populaire auprès des populations est-allemandes pour
pour essayer d'arriver le plus légitimement possible au pouvoir. Donc jusqu'en 47-48, il y avait beaucoup d'officiels du SED qui étaient contre la frontière Oder-Neisse, et ensuite ça a été imposé par Moscou. La ligne officielle a été de reconnaître cette frontière. D'ailleurs, la RDA l'a reconnue là aussi sous la pression soviétique. Dès 1950, il y a eu un traité qui a été signé entre la République populaire polonaise et la RDA en 1950 à Görlitz, donc qui a reconnu la frontière sur l'Oder-Neisse de l'Alsace. Mais c'est intéressant de voir comme, même après la signature de ce traité, dans les années 1950, chaque fois qu'il y avait des tensions, et il y en a eu entre la RDA et la République populaire polonaise, les représentants communistes est-allemands faisaient parfois des petites tentatives de chantage en disant que si la Pologne ne revoyait pas sa position sur telle ou telle question, les officiels du SED pouvaient remettre en cause leur position officielle sur la ligne Oder-Neisse. Donc c'est une question intéressante justement de voir que à l'intérieur du bloc de l'Est, derrière la façade d'unanimisme et de fraternité réciproque de tous les pays, de tous les partis communistes, en fait il y avait subsistait beaucoup de rivalités nationales. Merci beaucoup. Merci.